Bonjour à toutes et à tous. Au nom du Cercle suisse des administratrices et retraites populaires, je vous souhaite la cordiale bienvenue à notre webinaire pour la prévoyance des femmes. Je me présente, Christophe Tribolet, je suis responsable de la clientèle privilège au sein de Retraites populaires. Mon rôle est d'aider les personnes à bien vivre leur retraite, également durant la phase de cotisation, en intervenant à leur côté le plus tôt possible, tout en respectant le rythme de chacun. Durant cette demi-heure, je serai accompagnée par Marie-France Barbet, responsable de la planification financière. Bonjour et bienvenue. Si vous avez des questions tout au long de notre présentation, n'hésitez pas à les poser par la rubrique « Conversation » qui se trouve en bas à droite de votre écran. Nous répondrons aux questions générales à la fin de notre présentation. N'hésitez pas à nous communiquer si vous ne nous entendiez pas bien. Avant d'aborder le sujet du jour, je souhaite vous présenter très brièvement Retraites populaires. Retraites populaires est une institution de droit public qui pratique toutes les formes de l'assurance sur la vie du deuxième et du troisième pilier depuis 117 ans. Son activité est fondée sur le principe de la mutualité sous le contrôle et avec la garantie de l'État. Attaché à nos valeurs qui sont l'efficience, la fiabilité, la proximité et la responsabilité, il nous tient particulièrement à cœur de vous conseiller de manière neutre. À ce titre, nous ne sommes pas rémunérés au volume d'affaires. Je vous propose que nous entrions maintenant dans le vif du sujet afin de vous présenter les raisons pour lesquelles une femme pourrait percevoir des rentes plus faibles à la retraite. Je passe la parole à Marie-France. Merci Christophe. Alors effectivement, on va voir 6 raisons. La première, c'est l'interruption de carrière. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'environ entre 10 et 20% des femmes à la naissance de leur premier enfant, et souvent quand ils sont encore en bas âge, elles cessent toute activité. En général, elles sont hors du marché en moyenne 5 ans. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Première des choses, elles ne vont plus cotiser à la prévoyance professionnelle, deuxième pilier de leur employeur. Elles vont devoir sortir de cette caisse de pension. Leur avoir de vieillesse qu'elles auront accumulé, elles vont le déposer finalement sur un compte de l'e-passage ou sur une police de l'e-passage, mais il n'y a plus de cotisation. Il y a juste, ce compte ou cette police qui vont leur apporter des intérêts, mais il n'y a plus d'ajout de cotisation. Au niveau de la vieillesse, si cette personne est mariée, dans ce cas-là, effectivement, il y a la solidarité entre les conjoints. C'est finalement le conjoint qui exerce toujours une activité lucrative qui va cotiser pour cette femme qui aura cessé son activité. Par contre, si cette personne se retrouve, n'est pas mariée, donc pas de conjoint, pas de solidarité, il n'y a pas de solidarité entre les concubins non plus. Donc, cette personne va devoir s'acquitter d'une cotisation à l'AVS comme personne sans activité lucrative. Donc, c'est vraiment important de se poser la question du statut au moment où il y a cette interruption de carrière. Deuxième raison, de baisse des niveaux des prestations au niveau de la retraite, c'est le travail à temps partiel. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, environ 60% des femmes travaillent à temps partiel. Seuls, 20% des femmes travaillent à 80% et plus. Donc, ça, c'est des statistiques en l'occurrence de 2021. L'impact, il peut être très important, en particulier de nouveau sur la prévoyance professionnelle. On va prendre un exemple, effectivement, d'une personne qui est assurée selon le strict minimum légal de la prévoyance professionnelle, deuxième pilier par l'employeur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a une déduction de coordination qui va être soustraite finalement du salaire de cette personne. Cette déduction, elle est à 25 725 francs par année, quel que soit le taux d'activité. Elle n'est pas pondérée en fonction du taux d'activité. Je ferai un exemple. Vous travaillez à 100%, vous avez un revenu de 80 000 francs, vous allez encore cotiser, après cette déduction de coordination, sur un revenu d'environ 54 000. Mais si vous avez le même revenu, mais par contre, vous ne travaillez plus qu'à 50%, donc ce revenu, en gros, il baisse à 40 000,
vous avez cette déduction de coordination de 25 725, vous n'allez cotiser que sur 14 000 francs environ, donc 2/3 du salaire qui n'est pas couvert. Donc, c'est très important, effectivement, de se renseigner aussi auprès de l'employeur, de savoir quelles sont les conditions, on va dire, du plan de prévoyance professionnelle. Donc, l'impact d'un taux d'activité partielle sur la prévoyance professionnelle, dite, en guillemets, obligatoire, peut avoir un impact très important. Troisième raison, plusieurs employeurs, parfois, certaines femmes multiplient les emplois. Elles ont 2, 3 activités différentes auprès de 3 employeurs différents. L'impact, là, il est aussi très important, justement, dans le cadre de la prévoyance professionnelle. La LPP minimum légal, de nouveau, a mis un seuil d'affiliation. Ce seuil d'affiliation, c'est 22 050. Si je gagne 60 000 francs auprès du même employeur, je dépasse ce seuil, donc je vais cotiser à la prévoyance professionnelle. Si par contre j'ai 3 emplois distincts de 20 000 francs chacun, je n'atteins pas ce seuil, donc je ne cotise pas du tout à la prévoyance professionnelle. Aucun employeur n'a l'obligation de m'affilier à la prévoyance professionnelle. Donc l'impact peut être très fort parce que je n'ai pas de cotisation du tout. On va voir justement sur cette slide l'impact finalement si on prend de nouveau la prévoyance professionnelle dite obligatoire, vraiment le strict minimum légal. Le chiffre encadré orange en bas, c'est cette fameuse déduction de coordination aujourd'hui qu'on applique dans le cadre de la prévoyance professionnelle obligatoire. Donc première des choses, je dois atteindre le seuil, 22 050. Premier exemple, 22 000 francs de revenus, je n'atteins pas le seuil, je ne cotise pas, 0 cotisation. Deuxième exemple, on voit 25 000. Alors, OK, on atteint le seuil, on enlève la déduction de coordination. Potentiellement, ça fait un revenu négatif, mais il y a un minimum de salaire assuré, en l'occurrence de 3 675. Et ainsi de suite. Maintenant, l'impact, il est aussi pour les hauts revenus. Pourquoi? Parce que la prévoyance professionnelle minimum obligatoire, elle a mis un plafond. Ce plafond, c'est 88 200 francs. Donc, toute personne qui gagne plus que 88 200 francs par année et qui est assuré selon le strict minimum légal ne cotisera pas sur le montant qui dépasse les 88 200. Dans l'exemple en question, 100 000 francs de revenus, j'ai ma déduction de coordination jusque-là, pas de changement, je cotise sur 62 475 et j'ai 11 800 francs de salaire qui ne sont pas couverts. Donc plus mon revenu va être élevé, plus l'impact sera fort aussi sur mes cotisations de prévoyance professionnelle. Donc, ça touche et les bas revenus et les hauts revenus en fonction du plan de prévoyance professionnelle. Je repasse la parole à Christophe qui va pouvoir vous donner quelques informations sur la 4e raison. Merci Marie-France. Une différence salariale existe toujours. Nous verrons les facteurs liés à cette différence. Pour information, il existe un certificat créé par Véronique Goy Funhus à l'intention des entreprises suisses ayant fourni la preuve qu'elles pratiquent l'égalité salariale entre femmes et hommes. Il s'agit d'Equal Salary. With my accent. L'écart salarial de moins 18% entre les sexes s'explique en partie par des facteurs structurels liés au profil de la personne, âge, formation, année de service, aux caractéristiques du poste occupé au sein de l'entreprise et au domaine d'activité exercé. La part restante ne s'explique pas, c'est environ 47,8%. Et la tendance, malheureusement, elle est haussière depuis 2014. Selon l'Office fédéral de la statistique, en 2020, l'écart salarial entre hommes et femmes dans le secteur privé était de 13,8%. La différence de salaire entre hommes et femmes dans le secteur privé s'est réduite, certes, depuis 1994. Elle est restée relativement stable, à environ 19%, entre 2006 et 2012 pour s'atténuer à nouveau en 2020. Le salaire mensuel brut standardisé médian dans le secteur privé se montait alors à 5 779 francs pour les femmes et à 6 705 francs pour les hommes. Cela représente une différence de salaire de 13,8%. En 2020, 45,3% de l'écart salarial observé dans le secteur privé, soit les 724 francs par mois, était inexpliqué.
À formation égale ou à situation professionnelle égale, le salaire mensuel brut standardisé médian était dans le secteur privé moins élevé, je l'ai dit, chez les femmes que chez les hommes. En 2020, les femmes gagnaient, selon leur niveau de formation, entre 7,7% de moins, diplôme d'enseignant par exemple, et 21,4% de moins par rapport à des hautes écoles spécialisées, hautes écoles pédagogiques. Donc, c'est de moins que les hommes. Selon leur situation professionnelle, elles gagnaient entre 9,9% pour les cadres inférieurs et jusqu'à 20,4% pour les cadres supérieurs et moyens, de moins que les hommes. On voit qu'il y a encore du boulot à ce niveau-là, en l'occurrence, hein? Je n'en tire aucune gloire. Très bien, merci Christophe. Alors, je vais passer à la raison, maintenant, la raison numéro 5, le divorce. Aujourd'hui, quasi un mariage sur 2, malheureusement, finit en divorce. Première des choses qu'il faut savoir, c'est quel que soit le régime matrimonial que vous avez choisi, l'impact sur votre prévoyance, j'allais dire, va être réalisé. Il y aura un impact, on va dire, sur votre prévoyance. Le régime matrimonial ne va pas différencier les choses. Premier pilier. Première des choses, splitting des revenus. C'est quoi le splitting des revenus? C'est qu'on prend en fait les revenus du conjoint 1 pendant les années de mariage, la moitié des revenus du conjoint 1 pendant les années de mariage, qu'on va mettre chez le conjoint 2. Et on va prendre la moitié des revenus du conjoint 2 pendant les années de mariage qu'on met chez le conjoint 1. En gros, on égalise les pots entre les conjoints sur les années de mariage. Donc, tous les revenus sur lesquels on a payé des cotisations AVS pendant les années de mariage. Alors, pour être plus précis, c'est l'année qui suit le mariage, le premier janvier qui suit le mariage jusqu'à l'année qui précède en fait le divorce. Splitting. Deuxième pilier, il y a également un partage obligatoire des avoirs accumulés pendant le mariage. Alors, la date de calcul qui va être prise en considération, c'est la date de l'introduction de la procédure de divorce. Donc, on bloque les compteurs au moment de l'introduction de la procédure de divorce, même si le divorce devait traîner quelque part. Là, le principe, c'est un peu pareil finalement. C'est que je prends la moitié de l'avoir de vieillesse accumulé chez un des deux conjoints que je mets chez l'autre et vice-versa. Vraiment, on égalise les pots là aussi sur les années de mariage. Et c'est le juge, en fait, une fois que le jugement de divorce aura été prononcé, qui sera exécutoire, que le juge va communiquer à la caisse de pension ces fameux transferts pour égaliser, on va dire, les pots. En troisième pilier, alors je dirais idéalement, si chacun a sa prévoyance, qu'elles sont plus ou moins identiques, le plus simple, c'est que chacun garde sa prévoyance et qu'on évite des transferts. Maintenant, celui qui a le dernier mot, c'est le juge. Donc, ça va dépendre de ce qui aura été mis dans la convention de divorce et le juge va ratifier ou pas cette décision. S'il y a un gros déséquilibre, il y a quand même de fortes chances ou de forts risques, ça dépend de quel côté on se met, que le juge décide effectivement un partage, ce qui est assez logique puisque souvent ces troisièmes piliers ont été faits aussi avec les avoirs du couple pendant les années de mariage. Donc voilà, il y a un peu de souplesse, je dirais, pour le troisième pilier, ce qui ne sera pas le cas pour le premier et le deuxième pilier. Donc, il peut y avoir un impact des deux côtés, que ce soit sur le conjoint débiteur ou le conjoint créancier, mais il peut y avoir un impact inévitablement sur la prévoyance. Je repasse la parole à Christophe pour la 6e raison. Le constat que l'on peut faire, c'est que lorsqu'une femme décide de commencer une activité indépendante, elle opte généralement pour un revenu AVS minimum pour différentes raisons. Ça peut être la prudence relative à la bonne marge des affaires, la gestion des liquidités. La correction de ce revenu AVS interviendra après l'avis de taxation de l'autorité fiscale. Souvent, elle procédera à la taxation définitive qu'après 2 exercices complets. Un potentiel rattrapage de cotisation AVS met donc à mal les liquidités. Souvent, aucune affiliation volontaire au deuxième pilier lors des 2 ou 3 premiers bouclements. Il s'agit du risque de l'entrepreneur, risque à courir tant au niveau des risques que des lacunes de prévoyance. Un troisième pilier peut être souscrit, mais souvent la composante épargne est difficilement prévisible. Une solution serait d'ajouter la partie risque, invalidité et décès selon la situation. Enfin, pour rappel,
La prévoyance individuelle liée, dite l'OPP3A, la déduction fiscale est limitée aux 20% du produit net de l'activité lucrative indépendante. Comme je l'ai dit avant, souvent des risques sont inclus dans ces assurances, ce qui réduit la part d'épargne pour la retraite. Il n'est dès lors pas évident d'octroyer un budget pour la prévoyance lors de l'établissement du business plan. Il faudrait l'inclure pour fixer le niveau des prix également. La prochaine raison, ce sont les conséquences pour une femme d'un parcours professionnel atypique. Dans certaines situations, il n'y a pas du tout de cotisation volontaire pour le deuxième pilier. Si l'interruption de carrière est présente, il n'y a pas de possibilité d'alimenter le compte de la prévoyance professionnelle, le troisième pilier A, sous peine de vivre une double imposition fiscale. La libération d'un contrat d'assurance de troisième pilier A au cours de validité peut réduire le montant de l'épargne. Le capital épargne accumulé, tant dans le cadre de la prévoyance professionnelle que la prévoyance individuelle liée, stagne lors de l'arrêt de l'activité ou lors d'emplois multiples et également lors d'emplois à temps partiel. Tout ceci engendre de facto une diminution des avoirs de vieillesse capitalisés et donc des rentes potentielles à la retraite. C'est ce que l'on appelle les lacunes de prévoyance. Par effet domino, le fait de ne pas capitaliser ampute également le rendement des avoirs par de plus faibles intérêts composés. Parfait, merci Christophe. Donc finalement, aujourd'hui, quelles sont vos solutions? Comment ces femmes qui ont eu ces parcours professionnels atypiques peuvent, dès qu'elles reprennent peut-être un emploi, dès qu'elles reprennent une activité plus standard, si vous me passez l'expression, comment elles vont pouvoir essayer de compenser cette lacune? Première des solutions qui peut être proposée, c'est les rachats d'années de cotisation dans le deuxième pilier, donc dans la prévoyance professionnelle. Finalement, c'est de compenser ces années passées, ces années pendant lesquelles je n'ai pas cotisé, les années pendant lesquelles j'ai peut-être cotisé sur un revenu plus bas, c'est d'essayer de compenser ces années-là avec des avantages fiscaux. On va le voir juste après, j'ai un petit tableau avec les particularités. Autre chose qui est possible aussi, on peut même faire les deux, finalement, c'est souscrire à une prévoyance individuelle. Christophe vient de parler de l'OPP3, le troisième pilier A. C'est une prévoyance qui est encouragée grâce à des avantages fiscaux, on va le voir aussi juste après. Et c'est dire, ok, j'épargne, je mets de l'argent de côté pour essayer de combler cette lacune. Si je peux faire les deux, comme j'ai dit avant, c'est encore mieux. Finalement, ça permet vraiment de combler ces lacunes, soit d'arrêt d'activité, soit de temps partiel, et j'en passe. Il existe différents choix. Ensuite, c'est vraiment propre à chacun. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, environ 56% des femmes actives investissent dans un troisième pilier. De plus, il semblerait que ce soit des femmes qui fassent plus de rachats d'années de cotisation dans le deuxième pilier. Souvent aussi parce qu'aujourd'hui, c'est les femmes qui ont plutôt une lacune de prévoyance moins facilement que les hommes, en l'occurrence. Une femme est plutôt prudente. Elle va choisir une stratégie d'investissement plutôt prudente, plutôt, en guillemets, père de famille, plus conservatrice. Et puis, selon les statistiques aussi, la majeure partie des femmes vont plutôt opter pour des prestations de retraite sous forme de rente et non pas reprendre le capital. Ce côté un petit peu plus prudent, de la femme. Alors, je vous montre juste quand même un petit tableau des comparaisons entre le rachat et la prévoyance individuelle. Les deux vont vous apporter des économies fiscales. Je prends le rachat, la limite, elle est calculée par votre caisse de pension. Souvent, elle figure sur votre certificat de prévoyance. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le demander auprès de votre caisse de pension. Donc, la limite, c'est le montant maximum rachetable que je peux vraiment injecter. Je peux injecter des fonds privés dans le but de compenser ma caisse de pension. Et ça, je peux le déduire des impôts. Au principe, c'est votre office d'impôt qui a le dernier mot.
L'épargne, comment elle va être rémunérée dans votre prévoyance professionnelle? Alors, c'est la caisse de pension qui va décider de la stratégie d'investissement. Il y a des règles en termes d'ordonnance sur le deuxième pilier qui fixent certaines limites quand même. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a un taux minimum qui a été fixé par la loi, en l'occurrence, qui est à 1,25% pour 2024. Donc ça, c'est les avoirs minimums fixés par la loi doivent être rémunérés au moins à 1,25%. Le reste va dépendre donc de la stratégie de la caisse de pension. L'avantage du deuxième pilier aussi, c'est qu'on est assuré pour les risques invalidité et décès, c'est obligatoire, chaque caisse de pension doit le prévoir, donc ça va d'office. En cas de décès, en général, c'est une rente de survivant, donc c'est conjoint survivant, parfois rente de concubin survivant, à toujours bien se renseigner auprès de la caisse de pension de l'employeur. Est-ce que mon concubin est assuré ou pas? Enfin, est-ce que mon concubin peut être bénéficiaire de prestations si je devais décéder? Et quelles sont les conditions? Et ça, c'est vraiment propre à chaque caisse de pension, car la loi ne prévoit pas d'obligation d'assurer le concubin en cas de décès. À se renseigner. Je prends le troisième pilier, je l'ai dit avant, l'ordonnance sur le troisième pilier, elle permet finalement elle encourage la prévoyance par des mesures fiscales ou des avantages fiscaux, en l'occurrence, pour une personne qui est affiliée à un deuxième pilier, donc qui cotise à la prévoyance professionnelle. Cette personne peut verser et déduire jusqu'à 7 056 francs par année. Ça, c'est la limite toujours 2024. Elle va probablement changer l'année prochaine. Une personne non affiliée à un deuxième pilier, on peut reprendre l'exemple de l'indépendante, dont Christophe évoquait tout à l'heure, qui est une des raisons effectivement des rentes faibles. Cette indépendante, donc non affiliée à un deuxième pilier, peut verser et déduire jusqu'à 20% de son revenu net, mais au maximum 35 280. Le troisième pilier, je vais le faire où? Soit auprès d'une banque, soit auprès d'une assurance. Ça va dépendre de ce que je recherche. Banque et assurance, en général, les deux proposent des solutions avec ou sans fonds de placement, donc prestations garanties où je joue un petit peu plus sur les marchés. L'avantage peut-être des fois de l'assurance, c'est que je peux inclure aussi des risques invalidité et décès de manière totalement individuelle en fonction des besoins de chacun. Je peux faire un peu des deux aussi. C'est vraiment, il n'y a pas de réponse, on va dire toute juste, c'est vraiment propre à chacun. Qu'est-ce qui va se passer en cas de décès avec mon troisième pilier? L'ordonnance sur le troisième pilier prévoit un ordre des bénéficiaires qui passe au-dessus du droit successoral, et c'est cet ordre-là des bénéficiaires qui doit être respecté et qui d'ailleurs est en train de probablement changer. On vient d'avoir une information effectivement qui est un postulat qui demande une modification de ces clauses bénéficiaires pour avoir un petit peu plus de liberté. Affaire à suivre. Merci Marie-France. Il m'incombe de partager avec vous les quelques actualités concernant le premier et le deuxième pilier. Tout d'abord, par rapport à la votation de 2022, mise en application en 2024 pour la révision de l'AVS 21, nous trouvons une harmonisation de l'âge de référence à 65 ans pour les hommes et les femmes. Il s'agit de l'âge de référence AVS. Il est prévu des mesures compensatoires et transitoires. La révision introduit également la retraite flexible pour tous. Pour les personnes à qui il manquerait des années de cotisation, nous parlons ici de l'échelle 44, la poursuite d'une activité professionnelle au-delà de l'âge de référence permet d'améliorer les rentes AVS par l'ajout d'années de cotisation, ce qui n'était pas possible avant la réforme. Pour ces personnes qui travaillent après 65 ans, il y a également une franchise de cotisation AVS de 1 400 francs par mois, soit 16 800 francs par année. L'augmentation de l'âge de référence AVS pour la retraite des femmes n'impacte pas les femmes nées en 1960 et auparavant. Pour les femmes nées en 1961, il s'agit de 3 mois supplémentaires, 1962, 6 mois supplémentaires, 1963, 9 mois supplémentaires, et enfin, pour les femmes nées en 1964 et après, l'âge de la retraite sera à 65 ans. Une nouveauté, nous avons voté également pour la 13e rente AVS, qui, elle, sera versée à partir de 2026.
cet automne, il y aura une réforme de la LPP. Je parle bien ici de la loi sur la prévoyance professionnelle pour sa partie obligatoire. Il est proposé, une baisse de taux de conversion à 6%, contre 6,8% actuellement. Il faut bien voir que sur la partie sur-obligatoire, le taux de conversion sont déjà inférieurs. Il y aura un renforcement du processus d'épargne avec l'abaissement du seuil d'entrée de 19 845 francs au lieu des 22 050 actuellement en vigueur. La déduction de coordination équivaudra aux 20% du salaire AVS au lieu d'un montant fixe. Les bonifications de VIS, cotisations d'épargne, seront simplifiées. Au lieu d'avoir actuellement 4 tranches d'âge de 10 ans avec des taux d'épargne de 7, 10, 15 et 18%, soit sur 40 ans d'activité, 500% d'épargne, il y aura 2 tranches d'âge de 20 ans qui sont proposées avec des taux de 9 et 14%, ce qui donnera sur 40 ans un total de 460% du salaire cotisant. Il y aura également un supplément de rente pour la génération transitoire. Ce montant fait débat et les personnes qui pourraient y avoir droit également. Rachat du troisième pilier A, la prévoyance individuelle liée, il était en consultation jusqu'au 6 mars 2024. Depuis, pas de nouvelles informations quant à son éventuelle mise en œuvre. Quelle que soit l'évolution de la prévoyance, pensez à faire un point de situation régulièrement, en particulier lors d'un changement important de votre situation personnelle ou professionnelle. Chaque situation est différente. Chaque décision, chaque choix reste donc très personnel. N'hésitez pas à approcher un conseiller financier qui sera à même de vous aider à prendre les meilleures décisions, voire d'établir une planification financière vous permettant d'avoir une vision à court et long terme sur votre prévoyance et votre patrimoine dans son ensemble. Voilà. Merci beaucoup, Christophe. Avec 2 minutes d'avance, nous sommes au terme de cette présentation. Vous avez toujours la possibilité d'utiliser Teams pour faire valoir vos questions. Je les verrai, le cas échéant, s'inscrire à l'écran et c'est avec plaisir qu'avec Madame Barbet, dans la mesure de nos connaissances théoriques, nous essaierons d'y répondre. S'il y avait des questions plus personnelles, nous proposerions de le faire lors d'un entretien individuel. Le cas échéant, je vois que ça fourmille. Le cas échéant, on va déjà mettre nos références, que vous ayez le temps de les voir. Voilà. Alors, bonjour. Quelle différence entre les 2 types de troisième pilier? Volontiers. Marie-France, tu te lances, je complète. Je me lance avec plaisir. Donc, effectivement, on a le troisième pilier A, le troisième pilier B. Troisième pilier A, prévoyance dite liée, et le 3B, prévoyance dite libre. Le 3, il découle directement de la loi sur la prévoyance professionnelle. C'est une ordonnance fédérale qui dépend de cette loi où, je le disais tout à l'heure, elle encourage la prévoyance grâce à des avantages fiscaux. La seule chose, pour faire un troisième pilier A, il faut avoir une activité lucrative soumise à cotisation AVS. Après, on a vu les limites, les fameux 7 056 ou les 35 000 et des poussières. Donc, la limite va dépendre si je cotise ou pas au deuxième pilier. Donc là, on est vraiment dans le fait de compléter la prévoyance dite professionnelle. Le troisième pilier B, finalement, est ouvert à tous. C'est de la prévoyance totalement libre, sous forme bancaire, sous forme assurance. Ça va dépendre des besoins de chacun. Ou les seules restrictions, si vous me passez l'expression, ça va être les restrictions que la banque et l'assureur aura mis sur son produit, sur cette solution
de prévoyance, où là, tout un chacun peut vraiment conclure un troisième pilier B. Donc le 3A directement découle de la prévoyance professionnelle. Il y a des limite aussi, que ce soit en termes de quand est-ce que je peux toucher mes prestations, est-ce que je peux annuler plutôt ma prévoyance individuelle liée, etc. C'est-à-dire que le 3B, ce sera vraiment quelque chose de beaucoup plus libre, puisque ça va dépendre de la solution de prévoyance en fonction des besoins de chacun. Merci beaucoup. Alors, bonjour, je suis au-delà du plafond et j'ai un taux d'activité qui passe de 100% à 90%. Est-ce que je peux simplement compenser la perte de salaire assurée par une cotisation volontaire à la loi sur la prévoyance professionnelle, ouais, deuxième pilier, ou équivalent? Y a-t-il d'autres considérations? Alors, ça va dépendre en fait du règlement de la caisse de pension. Certaines caisses de pension, alors pour pas la citer, mais je la cite quand même, je prends l'exemple de la caisse de pension de l'État de Vaud qui, elle propose effectivement, si vous changez votre taux d'activité, vous baissez votre taux d'activité, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de maintenir l'ancien salaire, donc de continuer à cotiser sur l'ancien salaire. Par contre, cette baisse de 10%, donc la cotisation sur ce 10% sera totalement à votre charge. D'autres caisses de pension, on va dire dans les caisses de pension, on dit aux primautés de cotisation, donc c'est le 98% des caisses de pension aujourd'hui. Souvent, cette possibilité n'est pas possible. Donc, la seule chose que vous pouvez faire, effectivement, c'est éventuellement de faire des rachats si vous n'êtes pas déjà au maximum des prestations. Vous essayez de compenser par le troisième pilier, mais si vous êtes déjà au maximum dans votre troisième pilier A, vous pouvez faire peut-être de la prévoyance troisième pilier B pour compenser. Ce qui est important, si vous êtes dans cette situation de modification de taux d'activité, approchez la caisse de pension de votre employeur, demandez une situation, quel est l'impact avant, après ce changement de taux d'activité et de voir ce qu'il peut vous proposer éventuellement pour compenser. Mais ça va vraiment dépendre du règlement de la caisse de pension. Merci, c'était clair. Pouvez-vous mettre en évidence les risques par rapport à la réforme de la loi sur la prévoyance professionnelle cette année, qui seront plutôt les gagnants et qui seront plutôt les perdants? Alors, les gagnants, ce sera en particulier les personnes à temps partiel, enfin, ou en tout cas des revenus un peu plus bas. On a vu déjà un des impacts, je vais juste reprendre parce que je ne sais plus les impacts par cœur. Un des impacts, effectivement, c'est la baisse du seuil d'entrée. On l'a vu avant, le seuil d'entrée, il est à 22 050. L'objectif est de le baisser à 19 845. La différence n'est pas énorme, mais quand même. Donc, les grands gagnants seront vraiment les salaires un peu plus bas et en particulier les personnes avec des multiples emplois, comme on l'a vu tout au long de notre présentation. L'autre chose aussi, c'est cette fameuse déduction de coordination. Ce n'est plus un montant fixe. La déduction de coordination, ce sera 1% du salaire AVS. Beaucoup plus logique finalement parce qu'elle est vraiment au regard du salaire que je gagne et non plus un montant fixé par la loi sur la prévoyance professionnelle. Après, par rapport, si je prends le niveau des cotisations, c'est vrai qu'il y aura plus ces gros impacts. Christophe l'a dit, aujourd'hui on a 4 tranches de cotisation qui changent tous les 10 ans. Ce sera beaucoup plus simple. Donc là, je pense que tout le monde va être gagnant et en particulier aussi les employeurs. Et je prends, il y a toujours cette peur aussi des fois de se faire licencier en fin de carrière parce qu'on coûte trop cher, entre guillemets, parce qu'on est de cette fameuse tranche à 18%. Ce changement de bonification, c'est 2 tranches au lieu des 4 tranches, aura beaucoup moins d'impact et peut-être moins de risques, peut-être pour les travailleurs proches de la retraite, de se retrouver malheureusement sans emploi à quelques années de la retraite. Maintenant, oui, baisse du taux de conversion, passer de 6,8 à 6. Malheureusement, je dirais que tout le monde est perdant, mais voilà, l'espérance de vie augmente. Je pense qu'elle est prouvée de ce côté-là. Donc, la caisse de pension, elle doit pouvoir pérenniser les rentes sur du plus long terme. Donc, inévitablement, ça passe par une diminution des rentes parce que potentiellement, elles doivent être versées plus longtemps. Je ne sais pas, Christophe, si toi, tu veux rajouter quelque chose par rapport aux explications que je viens de donner. Oui, volontiers. L'on voit que la menace d'un déficit de rente doit être compensée par un supplément de rente. Il y aura une génération de transition de 15 ans
Et puis, cette compensation sera échelonnée en fonction de l'âge et du revenu. Pour les 5 premières classes d'âge, il y aura au maximum 200 francs par mois. Puis le montant diminuera. Ceux qui ont moins de 220 500 francs dans leur caisse de pension, soit il est estimé environ un quart des assurés recevront la totalité de ce supplément. Un autre quart qui auront capitalisé jusqu'à 441 000 francs recevront un supplément partiel. Ceux qui ont davantage d'argent, à savoir une bonne moitié des assurés, ne recevront rien. Le supplément de rente devrait être financé dans le futur par les déductions salariales. Donc on voit vraiment effectivement, bien sûr qu'il y a du bon, il y a peut-être du moins bon, mais dans l'ensemble, ce qui est surtout important, c'est le fait que la prévoyance professionnelle sera ouverte dorénavant à plus de monde, et en particulier pour les carrières dites atypiques, et pour les personnes qui ont justement ces multiples emplois, pour les personnes qui réduisent fortement leur taux d'activité, aujourd'hui qui sont fortement pénalisées. Avec la réforme, elles le seront moins. Mais par contre, effectivement, une baisse des rentes avec le taux de conversion, mais des prestations transitoires, comme l'a expliqué Christophe. Alors, on nous demande de savoir si le troisième pilier B, la prévoyance individuelle libre, est aussi déductible des impôts. Donc, cela dépend des lois cantonales. Cependant, dans le canton de Vaud, cette cotisation à la prévoyance libre est dans le même package que celui de la caisse maladie. La caisse maladie, pour laquelle on peut tenir compte tant de la cotisation issue de la LAMAL, la partie obligatoire, que celle de la LCA. Et souvent, ces deux montants cumulés suffisent à atteindre le maximum déductible. Donc, la principale différence se situe dans le fait que le troisième pilier B, les assurances vie classiques, s'il y a un phénomène de capitalisation, le montant capitalisé, valeur de rachat, est inscrite en fortune et potentiellement les gens payent déjà un impôt sur cette valeur. Et donc, au moment de l'arrivée à l'échéance de cette assurance, le transfert du compte assurance au compte, par exemple, bancaire ou dans tout autre produit, n'est pas soumis à un impôt unique et distinct sur la prestation en capital. Par contre, il faut savoir, pardon, excuse-moi Christophe, peut-être que parmi nos participantes, il y a des personnes qui sont domiciliées sur le canton de Genève ou Fribourg. En l'occurrence, ces deux cantons ont une déduction pour la prévoyance, alors pour les assurances-vie en troisième pilier B. C'est une petite déduction qui va dépendre marié, pas marié, enfant, pas enfant. Je n'ai pas les règles exactes, mais à se renseigner si jamais auprès de votre office d'impôt. Donc certains cantons prévoient effectivement une déduction pour le troisième pilier B. C'est une petite déduction, mais c'est toujours ça prix. Il nous est demandé de préciser, en lien avec la réforme de la prévoyance professionnelle, si il serait juste d'interpréter que les perdants pourraient être les personnes qui cotiseraient dans la deuxième tranche, à savoir de 45 à 65 ans, à 14%, qui, elles, verraient leur cotisation baisser, donc la cotisation épargne baisser, étant donné que précédemment, nous avions une tranche de 15% de 45 à 55 et de 18% de 55 à 65 ans. Alors, est-ce que ces personnes ne vont pas perdre en cotisant moins à la prévoyance professionnelle? Potentiellement, honnêtement, pour ma part, je n'ai pas tous les chiffres en tête. Maintenant, le salaire sur lequel on va cotiser sera plus élevé, puisque la déduction de coordination potentiellement sera plus basse. Donc, ça va déjà compenser un peu. Maintenant, pour ma part, je n'ai pas tout le détail des chiffres, mais l'objectif, et c'est pas qu'on perde, justement, c'est aussi de simplifier les choses. Et c'est de donner un accès quand même un peu plus facile au parcours atypique.
Maintenant, voilà, le salaire cotisant sera plus élevé. OK, les cotisations baissent. Je ne sais pas si Christophe, tu as des chiffres devant toi par rapport à tout ça. Il faudrait. Je suis en train de les constituer. Ah, OK, d'accord. Moi, honnêtement, je ne sais pas par cœur. Vite faire ça, c'est du direct, essaye de meubler. Je pense qu'il faut, il faudra bien lire aussi le document qui va être envoyé lorsqu'on va devoir voter, où il y a tout le détail par rapport à ça, où il y a beaucoup de chiffres. Le site de l'OFAS aussi, l'Office fédéral des assurances sociales, détaille tous ces chiffres. Il y a vraiment tout le détail du projet qui est très complet et je pense que ça vaut la peine effectivement d'aller jeter un œil sur le site de l'Office fédéral des assurances privées. Vous cliquez sur la première page quand vous rentrez sur le site de l'OFAS. Vous avez vraiment, il y avait les infos sur la réforme ABS 21, vous pouvez faire des calculs, à quel âge je pars, etc. Et vous avez aussi toutes les infos sur cette réforme de la prévoyance professionnelle. Et je pense que ça vaut la peine d'aller jeter un œil aux documents qui sont mis à disposition pour voir vraiment les impacts. Là-dessus, on va trouver tout le détail. Alors, je ne sais pas, Christophe, si tu as retrouvé des infos supplémentaires sur cette dernière tranche, finalement. En fait, j'en reviens donc pour les 20 dernières années, les cotisations de 15 et 18% seront remplacées par une cotisation à 14%, donc inférieure. Mais comme tu l'as dit, pour les personnes n'auront plus la déduction de coordination fixe de 25 725 francs. Si on prend une personne qui gagne 88 200 francs par année, avec une déduction de coordination de 20%, la déduction sera que de 17 640 francs et non plus 25 000. Donc, on aura moins 25 725. Donc, on aura 8 805 francs de cotisation supplémentaire, 8 000 francs sur 20 ans. Ça fait 160 000 francs à 14%. Ça fait 22 400. 22 400 plus 184 000, j'y arrive. Ça fait. Ouais, ça va bien compenser quelque part. On devrait arriver à une opération blanche. Ouais, l'objectif n'est pas de pénaliser les gens à proprement parler, c'est de retrouver vraiment un équilibre. Et voilà, grâce à cette déduction de coordination réduite, même si les taux de bonification potentiellement baissent sur cette dernière tranche, et ça permet un meilleur équilibre en fait. Et s'il devait manquer finalement pour ces personnes-là une partie de cotisation, il est prévu justement de compenser avec ces 200 francs par mois, 1200 francs par année, cette génération transitoire de 15 ans. Donc, moi, je ne pense pas qu'on puisse envisager qu'il y ait des perdants. De plus, je pense que lors de votation, il est important d'envisager l'intérêt général et non pas de se fabriquer une opinion selon sa propre situation, partant que la prévoyance professionnelle, la LPP, se veut communautaire et puis très sociale. Après aussi, ce que Christophe a dit au début, la réforme sur laquelle on va voter concerne que la prévoyance professionnelle minimum obligatoire. L'impact peut être plus ou moins fort, on va dire, en fonction de la caisse de pension dans laquelle vous êtes affilié. Donc, c'est toujours important aussi de contrôler le règlement de la caisse de pension et de voir, ça n'empêche pas d'approcher la caisse de pension. Alors, peut-être attendre déjà que la votation ait lieu et de voir effectivement si ça passe ou pas. Normalement, elle rentrera en vigueur au plus tôt en 2026. Ce sera de voir après que la caisse de pension les impacte. Mais Christophe l'a dit aussi, aujourd'hui, le taux de conversion sur la partie dite obligatoire, il est souvent largement au-dessous de 6%, voire une caisse de pension qui est assez importante, elle applique un seul taux qui sont à 5,4%, donc on est déjà au-dessous. Donc cette réforme, elle touche vraiment que le strict minimum légal. Exactement.
Alors, on va prendre une dernière question. OK. Peut-on racheter de la prévoyance professionnelle durant une période d'interruption? Non. Le seul problème, c'est que pendant la période d'interruption, vous sortez de la caisse de prévoyance professionnelle de l'employeur. Donc, vous vous retrouvez dans une situation, ce qu'on appelle de libre passage. Votre avoir de vieillesse est déposé sur un compte ou sur une police de libre passage. Et en libre passage, on ne peut pas racheter des années de cotisation. On peut le faire que lorsqu'on est affilié dans la caisse de pension d'un employeur. Donc, on est vraiment en phase, on va dire, de stand-by pendant cette période d'interruption de carrière, d'interruption d'activité. Et la dernière question, durant cette période d'interruption, peut-on rembourser le montant sorti pour l'acquisition, pour l'accès à la propriété du logement en résidence principale? Oui, c'est tout à fait possible, effectivement. Ça n'empêche pas de le rembourser si vous pouvez. Si votre épargne vous permet de le faire, vous pouvez le faire. Et à ce moment-là, vous approchez votre office d'impôt pour demander à être remboursé ou à récupérer l'impôt que vous aviez payé au moment où vous aviez sorti les fonds. Donc là, on n'est pas dans une notion de rachat. On est vraiment dans une notion de remboursement du versement anticipé. Donc ça, il peut se faire effectivement pendant l'interruption. Dans ce cas-là, le montant est versé sur le compte ou sur la police de libre passage. Nous sommes au terme de cette présentation. Je tiens à te remercier, Marie-France, pour la préparation, pour les informations diffusées. Merci également Lucille, qui nous accompagne et qui coordonne C'est juste à côté de moi, ainsi que toute la partie technique. Merci à vous pour votre attention. La présentation vous sera envoyée, elle est enregistrée, un lien sera mis pour vous remémorer ce que nous avons dit. Vous avez nos coordonnées. Les coordonnées, bien entendu, vous les retrouvez sur le site internet de Retraites Populaires. Et nous serons ravis de vous accompagner durant toutes les phases de votre vie professionnelle ou période sans activité rémunérée. Et bonne suite à toutes. Et merci aussi surtout au Cercle suisse des administratrices d'avoir organisé ce webinaire et on espère vraiment que vous avez eu du plaisir. C'est très succinct, c'est une demi-heure plus les questions. Donc voilà, c'est vraiment vous donner quelques pistes de réflexion, quelques impacts. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous contacter. Et merci à toutes et à tous de votre attention pour ce webinaire et bon appétit. Au revoir. Bonne journée, au revoir.